Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière intérieure dans laquelle j'ai le plaisir cette semaine de recevoir une grande dame de la littérature française, membre de l'Académie Goncourt, une auteure à succès dont ce succès ne s'est pas démenti depuis la publication de L'Allée du Roi en 1981. Son dernier roman, L'Homme de Césarée, vient de paraître aux éditions Albin Michel. Françoise Chandernagor est notre invitée ce soir. Bonsoir Françoise Chandernagor. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Homme de Césarée est sorti en mars dernier en librairie. Ce livre est la suite des Enfants d'Alexandrie et des Dames de Rome, 2 livres qui sont parus il y a 10 ans maintenant. On y retrouve Sélénée, c'est un personnage absolument captivant, romanesque, incroyablement romanesque, hein, fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, unique survivant de la dynastie des Ptolémées, qui a vu ses frères assassinés, son petit frère mourir de maladie à ses côtés à Rome. Ses parents, eux, on le sait, ont choisi de se suicider. Tous les deux. Oui. Voilà, tous les deux. Et là encore, c'est votre signature, Françoise Chandernagor. Vous nous ouvrez un monde à part entière, ce monde antique absolument fascinant, où la mort n'est jamais très loin, mais où on découvre des rois totalement obscurs qui se révèlent des lettrés absolument fascinants. Et j'aimerais justement que vous nous parliez de Juba, l'homme de Césarée, qui est l'époux de Sélénée. On sent qu'il y a chez vous une fascination pour ce personnage. Ah oui, parce que moi, je l'ai découvert aussi. C'est-à-dire que je savais que Cléopâtre avait eu 4 enfants, ce qu'on ne montre jamais dans les films, hein, parce que la mère de famille nombreuse, ça fait beaucoup moins rêver les messieurs, faut croire. Et donc, j'avais appris qu'une fille avait survécu. Qu'on l'avait mariée, alors je croyais que c'était en Mauritanie. Je disais, oh, c'est pas très intéressant la Mauritanie, je voyais que le Sahara, le désert. Or non, elle a épousé le roi de Maurétanie, ce qui n'était pas du tout la même chose à l'époque. La Maurétanie, c'était l'ensemble formé par le Maroc et l'Algérie. Donc c'est un pays immense, assez riche hein, à l'époque. Mais je ne le connaissais pas. Bon, il s'appelait Juba ou Yobas en grec. Mais ce qu'il était, je ne le savais pas. Et m'intéressant à Sélénée, j'ai été amenée à m'intéresser à Juba et j'ai découvert un roi berbère. Hein, il était d'origine numide. Les Numides, c'est les nomades, hein, c'est le même nom. Il était donc le fils du roi de Numidie. Il était un descendant de Massinissa, qui est connu de ceux qui se sont intéressés à l'histoire de Carthage et de Rome, des luttes entre Carthage et Rome. Massinissa, roi de Numidie, avait finalement pris parti contre les Carthaginois pour les Romains. Et c'est lui qui a en somme décidé de la victoire de Rome sur Carthage. Et donc c'est le descendant direct. Et il va connaître, ce roi, une enfance très similaire à celle de Sélénée, c'est-à-dire que son père, Juba Ier, va être vaincu par Jules César, donc c'est par un chef romain, va être contraint de se suicider, c'est la même chose, et l'enfant, lui, va être arraché à son pays, emmené comme prisonnier, exhibé dans le triomphe de César sur l'Afrique, comme plus tard Sélénée, elle, sera exhibée petite prisonnière chargée de chaînes dans le triomphe d'Octave Auguste sur sa mère Cléopâtre. C'est très similaire. Et puis, ils vont se trouver l'un et l'autre confiés à des gens bien. Donc, Sélénée va avoir la chance d'être recueillie par Octavie, la sœur d'Octave Auguste, qui a elle-même 5 enfants à ce moment-là, et qui va élever cette petite avec ses propres enfants, dont 2, elle le découvrira, sont des demi-sœurs qu'elle ignorait, mais elle avait là à Rome des demi-sœurs, puisque Marc-Antoine avait été un temps l'époux d'Octavie, avant de divorcer pour épouser Cléopâtre. Et donc, j'ai imaginé que c'était Calpurnia d'abord qui assurait une tutelle sur ce petit garçon, qui était arrivé ne parlant pas un mot de latin ni de grec. Et finalement, j'ai pensé, mais c'est une hypothèse assez largement, enfin, il y a plusieurs experts qui pensent que c'est une possibilité, qu'il avait été recueilli par le beau-père de César, le père de Calpurnia, Calpurnius Pison, qui était un homme qui avait été consul, qui était non seulement le beau-père de César, mais son exécuteur testamentaire. Donc c'est lui qui a réparti les biens, y compris les petits prisonniers. Et j'ai imaginé que comme il avait un enfant du même âge, un petit garçon, c'est vrai, qu'il s'était dit, tiens, ça va amuser mon petit garçon de vivre avec ce petit berbère. Or, où habitait Calpurnius Pison? Il habitait à Herculanum, dans la villa des Papyrus. Vous savez, où on a retrouvé une bibliothèque calcinée extraordinaire. Et donc,
il y avait là des philosophes épicuriens qui vivaient, et Calpurnius Pison, les sénateurs romains lui ont fait d'autant plus confiance dans cette période qu'il n'était d'aucun parti dans les guerres civiles. Il s'était retiré de la politique. Il vivait de philosophie au bord de la mer. Et donc, j'ai imaginé que cet enfant a la chance d'être élevé dans un milieu hyper intellectuel, très hellénisé, et du reste, par la suite, il écrit en grec et non pas en latin. Un milieu très philosophique, il a la chance d'accéder à une bibliothèque, on le sait, puisqu'il y a cette bibliothèque de papyrus calcinés, et dans un endroit où il y avait des œuvres d'art sublimes qui sont au musée de Naples maintenant. On a retrouvé des œuvres d'art magnifiques chez Calpurnius Pison. Séléné, qui croit épouser un barbare, se révèle marié avec un érudit, un homme qui adore la civilisation grecque, quelqu'un qui a une bibliothèque absolument magnifique, elle-même a achevé de construire. Voilà. Lui, la première chose qu'il fait dans son palais, c'est une bibliothèque, parce que, ça on le sait, il y a même des gens qui se moqueront de lui parce qu'il a acheté comme des originaux, des faux parfois, parce qu'on essaye de réunir, à l'époque comme à Alexandrie, des œuvres qu'on n'a plus ou qu'on a dans de mauvaises copies. Donc il achètera très cher beaucoup de livres partout autour de la Méditerranée. Il fait une grande bibliothèque. Elle va découvrir en effet un homme dont la langue quasi maternelle est devenue le grec, comme elle, c'est sa langue maternelle, le grec. Bon, elle a appris le latin avec Octavie, mais bon, Juba parle latin aussi. Mais leur langue de communication, c'est le grec. La langue dans laquelle écrit Juba, c'est le grec. Et quand elle le rencontre, il a déjà publié 2 petits livres. Et puis, il va en faire encore beaucoup d'autres pendant qu'ils vivent ensemble. Et il s'intéresse particulièrement à l'histoire. Plutarque, c'est pas un mince compliment, dira c'est le plus grand des historiens grecs. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et Pline, l'Ancien, qui va beaucoup s'inspirer de lui pour pas mal de parties de son encyclopédie. On croit que Pline est le premier encyclopédiste, je dirais que c'est Juba, parce qu'il a écrit sur des sujets très variés. Tous les explorateurs sont des rêveurs. Alors ça, j'en suis sûre. Et puis c'est un homme très beau. On sent la fascination que exerce ce personnage chez vous, François Scharnegger. On en oublie presque Séléné. Heureusement, il y a quelques pages, quand elle revient à Rome pour retrouver ses sœurs et sa famille à l'occasion d'un mariage, on retrouve cette atmosphère des dames de Rome, absolument fascinant aussi. Mais bon, ce monde-là, le monde de Juba est absolument il est autre. C'est un monde du rêve, et donc on pense qu'il a découvert les Canaries, et que d'ailleurs il avait appelé des Canaries Kinika, parce qu'il avait trouvé des chiens énormes dont il ne connaissait pas l'existence, qui n'existaient pas ailleurs. Il en avait rapporté d'ailleurs, ramené à Césarée, sa capitale, qui est en Algérie, et qui est aujourd'hui Tchertchel. Et donc, il avait ramené de ses chiens. Il avait ramené un crocodile aussi, parce qu'il avait acquis la conviction que le Nil dont sa femme lui parlait tout le temps, etc., sa jeune femme lui parlait, que le Nil prenait sa source dans l'Atlas, puisque l'Afrique n'était pas grande, n'est-ce pas ? Donc, c'était assez logique. Et comme il a trouvé un crocodile dans une rivière de l'Atlas, il y en avait. J'ai la preuve. Il se dit, c'est la preuve. Des crocodiles dans le Nil. On ne va pas aller plus loin, parce que ce livre est absolument... C'est un vrai bonheur de le lire, de découvrir ce monde absolument fascinant qu'est le monde antique, et notamment cette partie de l'Afrique. On va s'arrêter là, en tout cas pour le livre. Vous connaissez le principe de l'émission, François Scharnegger. Je vais vous laisser toute seule pendant 30 minutes. On a sélectionné pour vous des mots qu'on va vous présenter. À charge pour vous de réagir à ces mots. Ne bougez pas. Tout va bien ? Bon. Alors, le premier mot que nous vous proposons, François Scharnegger, c'est rêve. Je rêve beaucoup, et j'ai la chance de me souvenir de beaucoup de rêves. Alors, c'est une chance et une malchance, ça prouve que je me réveille bien des fois dans la nuit. Je crois que c'est quand on se réveille beaucoup qu'on se souvient de ses rêves, ou si on a très bien dormi, on ne se souvient que du dernier rêve fait avant le réveil. Mais j'ai cette chance de rêver beaucoup et d'être comme au cinéma la nuit. Je fais des rêves en couleur, et puis je n'y suis pas forcément présente. Des histoires se déroulent devant moi, et j'ai beaucoup envie de savoir la fin. Alors quelquefois, justement, le réveil arrête le film avant la fin.
on est heureux de se réveiller quand on fait un cauchemar, mais je ne fais pas beaucoup de cauchemars. Ça m'arrive, mais assez peu. Et donc, dans l'ensemble, ce sont des histoires extraordinaires. Et je dis parfois à mon mari, je me demande si je ne me recharge pas par mes rêves en tant que romancier. Bon, après, je les oublie, ces rêves. Je lui raconte le matin au petit déjeuner des choses, bon. Et puis, après, moi-même, j'oublie tous ces rêves. Mais quand même, j'ai l'impression que, oui, c'est comme une batterie qui se recharge de choses extraordinaires. Et souvent, je me dis, puisque j'ai cette chance de ne pas faire beaucoup de cauchemars, mais d'entrer dans des mondes pas toujours très rationnel, c'est pas toujours vraiment notre monde. Les choses s'enchaînent d'une façon qui n'est pas tout à fait cohérente parfois, mais quand même c'est toujours intéressant et toujours beau. Et je me dis, mais et si c'était ça la mort ? Peut-être que c'est ça, ces univers parallèles que je vois la nuit, mais peut-être que c'est ça la mort. Si c'est ça, j'en ai pas peur du tout. Autrement... les rêves plus concrets, parce que ça a beaucoup de sens, le mot rêve. Là, j'ai parlé des songes nocturnes. Les choses dont on rêvait dans la vie, ou qu'on rêvait de faire, j'ai cette chance, je crois, en gros, de les avoir faites. Et j'ai eu, il y a quelque temps, une maladie grave. Et alors, bon, quand je l'ai su, puis les traitements que ça appelait et tout ça, et bon, les risques que ça présentait, j'ai tout de suite organisé un dîner avec mes enfants et je leur ai dit, mes enfants, je veux surtout que vous sachiez que quoi qu'il m'arrive maintenant, j'ai été heureuse. Et c'était pas évident parce que j'ai quand même connu beaucoup de choses difficiles, comme tout le monde. Mais je crois que j'ai été heureuse parce que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. C'était pas certain au départ. Je voulais être écrivain, mais je connaissais pas d'écrivain, je connaissais même pas de journaliste. J'avais rien dans mon entourage qui évoque ça, et même pas des gens lettrés dans mon entourage. Mon père a été le premier à faire des études, le premier à passer le bac avec une bourse, et après à prolonger ses études. Mais autour de moi, voilà, quand mon grand-père est né, la famille qui est allée déclarer sa naissance, personne ne savait même signer son nom. Donc ça donne une idée. Vouloir être écrivain dans une famille où les livres n'étaient pas présents et où on ne savait pas lire et écrire depuis longtemps, ça avait quelque chose de fou. J'osais pas le dire. Donc j'ai pris un autre chemin. Bon, j'ai fait l'ENA. Pas n'importe quel chemin quand même. Vous dites ça avec une vraie modestie, mais vous avez fait l'ENA à l'époque où les portes de cette maison venaient tout juste de s'ouvrir aux femmes quand même. Oui, enfin c'est une école qui a été ouverte aux femmes dès sa création. C'est la seule grande école. Bon, maintenant on la supprime. Elle n'a pas plus de démérite que les autres, c'est-à-dire que dire qu'elle ne permet pas un brassage social suffisant, on peut le dire de Normal Sup, on peut le dire de Polytechnique, on peut le dire de toutes les grandes écoles. C'est la même chose. Ce sont des écoles, et encore plus de l'ENA, qui recrutent à bac plus 5 ou 6. Quand après tout, Normal Sup ou Polytechnique recrute à 18 ans. Mais si vous arrivez à bac plus 5 ou 6, le problème, c'est pas la dernière école qu'il pose. C'est le primaire, c'est le secondaire et c'est le supérieur qu'il faut peut-être réformer pour permettre que davantage de gens puissent passer à travers tout ça. Alors, vous n'avez pas fait que l'ENA, François. Vous êtes sorti major de l'ENA. Je trouve que le symbole, vous le dites vous-même, vous êtes issu du monde ouvrier, votre grand-père ne savait pas lire. Dans votre histoire, on parle même d'un ancêtre venu d'Inde. Oui, esclave, un esclave indien. Oui. Donc, quand on rêve François Chandernagor, on n'imagine pas être là où vous êtes aujourd'hui en venant de là où votre famille a atterri au départ. Non, mais ça s'est fait en peu de temps, c'est-à-dire pendant longtemps, c'était la stagnation, si je puis dire. L'ancêtre indien, avait été libéré, il avait épousé une poitevine, mais enfin, son fils qui a eu 13 enfants et dont nous descendons, et nous descendons même de plusieurs côtés du fils parce qu'ils se sont mariés entre cousins germains. Bon, ils étaient métis et c'était peut-être difficile dans la Creuse et dans le Poitou de se marier autrement qu'entre métis.
gratis, en espèces, mais il était indigent, il était déclaré indigent, enfin, voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. Et puis tout d'un coup, alors la République est pour quelque chose quand même, l'école de la République, ça a été fondamental, ça a été la chance, pas pour tout le monde, il fallait pouvoir, il fallait vouloir. Et moi, disons que c'était plus facile après mon père, mais j'ai pas forcément été bien orientée. Les professeurs se sont pas occupés de m'orienter du tout, personne. Je savais pas que Normal Sup existait, vous voyez, des choses comme ça. J'aurais peut-être fait des études de lettres ou d'histoire parce que ça me passionnait. Bon, mais j'ai su que Sciences Po existait. Alors j'ai fait Sciences Po. Et puis à Sciences Po, j'avais des camarades qui voulaient faire l'ENA, dont un camarade dont j'étais tombée amoureuse. Donc je me suis dit, s'il le fait, il faut pas que je le quitte. Et donc je vais faire l'ENA. Et puis à partir du moment où on commence à se dire ces choses-là, je suis rentrée deuxième à l'ENA. Je me suis dit, pourquoi je sortirais pas première après tout? Ça s'était pas vu, mais il y a qu'à faire un petit effort. Et voilà. On a l'impression que vous ne choisissez pas vraiment. C'est pas vraiment des choix, mais en tout cas, vous savez aller jusqu'à l'excellence. En tout cas, c'était pas mon rêve. J'avais pas rêvé ça au départ. Mais être écrivain, oui. C'est votre rêve. À 5 ans, à 10 ans, j'écrivais des petites histoires et j'aurais voulu être écrivain. Donc, j'ai fait un détour. J'ai fait un gros détour, mais je suis revenue à ce qui m'importait. Et en même temps, les féministes à l'époque, souvent ne voulaient pas beaucoup d'enfants, etc. Moi, j'adore les enfants. Donc, j'ai eu 3 enfants, 11 petits-enfants. Je suis comblée aussi par ça, absolument comblée. Et puis, je suis d'origine creusoise. Mon rêve était de vivre dans la Creuse. Mais c'était pas compatible avec le Conseil d'État, où j'étais arrivée après l'ENA et avec des fonctions dans les ministères parisiens, etc. Évidemment, je pouvais pas vivre dans la Creuse, mais par le biais de l'écriture, et quand j'ai pu enfin vivre de ma plume, ce qui n'a pas été tout de suite, j'ai longtemps mené les choses de front, quand j'ai pu vivre de l'écriture, j'ai pu vivre la moitié du temps, ou plus de la moitié du temps, dans la Creuse. La vie dont vous aviez rêvé. Donc maintenant, j'ai une grande maison dans la Creuse, merveilleuse, entre 2 étangs, au milieu des bois, et puis j'écris, et puis j'ai un mari que j'aime, et puis j'ai plein de petits-enfants. J'ai l'impression que c'est ce dont je rêvais. C'est ça, c'est votre rêve. Oui. On passe au deuxième mot, qui vous correspond bien aussi, Françoise Schoener-Nagor, qui est femme. Alors femme, quand est-ce que je me suis sentie femme, comme on dit dans la chanson? Au fond, j'étais un peu garçon manqué étant petite. Je me sentais pas spécialement fille. J'aimais grimper aux arbres. Je passais déjà beaucoup de temps dans la Creuse. Et j'étais l'aîné d'une bande de cousins, donc j'assumais tout ça avec autorité. Je me posais pas beaucoup de questions. J'étais peut-être déjà consciente que c'était pas tellement un avantage d'être femme. Ma mère ne travaillait pas, autour de moi, beaucoup de femmes ne travaillaient pas. Quand elles travaillaient, c'était du secrétariat, des choses comme ça. Et je voyais que les hommes avaient quand même plus de chances de faire des choses. Et donc, mais je dois dire que tout d'un coup, je pense que c'est un phénomène hormonal, avant même de m'intéresser aux garçons, je me suis intéressée aux enfants. D'un seul coup, les bébés m'ont bouleversée. Et donc, je suis arrivée à la féminité par ça. Moi, tenir dans ma main la main d'un petit de 2 ans, c'était... Alors, j'avais des petits cousins, c'est comme ça que j'ai fait ces expériences-là, mais j'étais bouleversée. Et c'est après que les garçons m'ont bouleversée d'une autre façon. Mais donc, que je suis peu à peu devenue femme. Mais effectivement, le mot de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, est vrai. Mais je dirais pas, comme certains disent aujourd'hui, on est transgenre, on peut changer de genre, on peut faire ce qu'on veut. Non. C'est vrai qu'on ne se sent pas forcément femme au départ, mais si on n'interrompt pas les processus hormonaux, on le devient vraiment. Et puis, je crois que je l'étais pleinement. Alors, j'ai été féministe, parce que ça, oui, et je le suis toujours, parce que je demande l'égalité pour les femmes. Mais en même temps, je ne crois pas du tout que les femmes soient meilleures que les hommes. Je trouve qu'il ne faut pas les traiter plus mal, qu'il faut leur donner les mêmes chances professionnelles, absolument. Et d'ailleurs,
Ça a bien progressé par rapport à l'époque de mes 20 ans. Songez que quand j'avais 20 ans, une femme ne pouvait même pas avoir son propre compte en banque. Elle ne pouvait pas avoir un carnet de chèques. Elle ne pouvait même pas exercer une profession sans l'autorisation de son mari. Donc tout ça, on a dépassé tout ça. Toutes les écoles sont ouvertes aux femmes, etc. Bon, il ne faut pas exagérer. Il y a eu des progrès monumentaux en 50 ans. Énorme, énorme. Bon, et aussi, pour moi, la contraception, avoir un enfant quand on veut et pas n'importe quand, c'était décisif. Et je répète toujours que c'est une assemblée masculine, une assemblée parlementaire où il y avait peu de femmes, qui nous a donné ce droit. En 1968, 67-68, avec Luciane Neuwirth. Donc ça, c'était pour moi des conquêtes importantes. Elles sont faites, il y en a encore à faire sur l'égalité des salaires et des choses comme ça. Mais enfin, ne racontons pas n'importe quoi, il y a eu de gros progrès. Et je ne me sens pas du tout néo-féministe, c'est-à-dire que je n'ai aucune hargne et aucun désir de revanche à l'égard des hommes. Je trouve que par moments ils charrient un peu, hein. Bon, que effectivement ils laissent aux femmes encore une grande part des tâches éducatives. Moi, je les aime bien ces tâches éducatives, mais quand même, par moments les devoirs scolaires et tout, on aimerait que les maris en prennent un peu plus leur part. Et j'ai quand même connu une époque encore où les maris, ça change peut-être un peu, mais pas tant que ça. La charge ménagère et la charge mentale, comme disent aujourd'hui les femmes, de gérer le foyer, c'est tout pour les femmes, quoi. Qui va organiser le départ en vacances des enfants, l'inscription en colonie de vacances, les machins, les trucs, c'est la femme. Donc ça, c'est lourd. C'est une énorme charge mentale, en plus de la charge professionnelle. Je trouve qu'elle pourrait être partagée. Donc je me battrai là-dessus, mais sans hargne, vraiment. Et je n'ai pas d'esprit revanchard. Je n'ai pas été si mal accueillis par les hommes, ou en tout cas pas là où on pense. Peut-être que le secteur où j'ai été le plus mal accueilli par les hommes, c'est la littérature. La littérature était un secteur infiniment plus misogyne que la haute administration, par exemple, infiniment plus. C'est en train de changer, mais enfin, il n'y a qu'à voir le Goncourt, et alors il n'y avait qu'à voir l'Académie française, où il n'y avait pas de femmes, évidemment. Bon, ça c'est un progrès. Il n'y en a pas encore énormément, mais c'est un progrès. On ne va pas d'un seul coup avoir un Goncourt sur 2 décerné à une femme, pour la bonne raison que les livres signés par des femmes et qui nous arrivent à nous, qui nous sont envoyés par les éditeurs, ne représentent qu'au mieux un quart des livres que nous recevons. Comment expliquer ça, justement? Ça, j'ai demandé aux éditeurs comment l'expliquer. J'ai déjà posé la question. Ils ne savent pas, parce qu'il est possible que les femmes envoient beaucoup moins de manuscrits aux éditeurs, parce que les femmes sont plus timides. Elles n'ont pas confiance en elles. Elles exigent beaucoup d'elles-mêmes. Et donc, il est possible que les femmes, que les éditeurs aient moins de manuscrits signés de femmes que signés d'hommes. Je n'en sais rien. Aucun d'eux n'a voulu faire cette recherche. Je reconnais qu'ils ne dispatchent pas les manuscrits par sexe, je comprends très bien, mais ça vaudrait le coup de le faire parce qu'après, on s'aperçoit qu'il y a moins de livres de femmes qui sont publiés et dans la sélection que font quand même les éditeurs, indirectement, mais en décidant de ce qui paraîtra à l'automne, à la rentrée littéraire, on constate qu'il y a 20%, 25% de livres de femmes. Donc, elles n'auront pas un concours sur 2. N'oseraient pas, en fait. N'oseraient pas publier, en tout cas envoyer leurs livres aux éditeurs. Moi, j'aimerais, Françoise Chandin-Gor, que vous nous parliez des femmes qui vous ont inspiré. Alors, si vous deviez les faire entrer en panthéon, qui entrerait? D'abord, Jeanne d'Arc, on n'avait pas beaucoup d'exemples de femmes dans l'histoire. On ne nous en donnait pas beaucoup. C'est pour ça aussi peut-être que je me suis beaucoup intéressée, moi, à des femmes dans l'histoire et à des enfants. La femme et l'enfant n'apparaissaient pas beaucoup dans l'histoire. Et donc, Jeanne d'Arc. Et je me souviens qu'on devait choisir à cette époque un prénom de confirmation. Et j'avais choisi Jeanne à cause de Jeanne d'Arc, qui est une sainte quand même, hein, depuis 1920. Jeanne d'Arc, bien sûr. J'étais dans un lycée qui s'appelait Marie Curie. Marie Curie était aussi un exemple extraordinaire. Immense femme, immense scientifique. Ah oui, 2 prix Nobel. Et tout ça en étant quand même vraiment une femme, elle aussi. Bon, elle a adoré son mari. Elle a eu ensuite une grande liaison amoureuse.
amoureuse, bon, qui a fait scandale d'ailleurs, mais bon, c'était un vrai amour. Elle a eu 2 filles qu'elle a aimées, élevées, vraiment. Bon, c'est une femme, Marie Curie, et c'est une grande scientifique. Alors, les femmes en politique, j'étais quand même intéressée par des femmes pas forcément très féminines ou très... Enfin si, elles étaient féminines, mais à leur manière. Elles n'étaient pas des douces, pas des tendres. D'ailleurs, je ne crois pas que les femmes en politique seront plus douces, moins belliqueuses que les hommes. C'est de la rigolade, ça. Hein. Je pense qu'elles n'ont pas forcément, encore une fois, elles ont rien. Elles n'ont pas plus de qualité que les hommes. Bon, mais comme elles en ont autant, ben voilà, il faut les traiter pareillement. Donc, j'étais intéressée par Catherine II, par Élisabeth Ier, par les femmes qui avaient eu un rôle dans l'histoire, qui étaient parfois d'ailleurs maltraitées par les historiens. Quelqu'un comme Catherine de Médicis, bon, elle n'a pas fait que des choses bien, mais elle se débrouille dans une période épouvantable de guerre civile. Elle fait après tout de son mieux, et je suis pas sûre qu'un homme aurait fait mieux. En tout cas, ses fils font pas mieux. Elle se débrouille pas si mal. Et maintenant, on nous découvre d'autres femmes. Et bon, j'ai eu une certaine admiration pour des femmes modernes comme Indira Gandhi, qui était quand même un exemple. Et même si je partageais pas toujours ses idées, pour Margaret Thatcher, j'étais pas des mêmes idées, mais ça, c'était un chef d'État, ça, c'était quelqu'un. La reconquête des Malouines, ça, j'aime beaucoup, vous voyez. Vrai. Et c'est un principe, d'ailleurs, et elle a affirmé un principe du droit international extrêmement important. Je supporte pas la chanson de Renaud sur les femmes qui sont toutes merveilleuses, sauf Madame Thatcher. Les femmes ne sont pas toutes merveilleuses, et Madame Thatcher est un vrai chef d'État, un vrai chef politique. Voilà. Merci. Et là, il faisait de la lèche, c'était du commercial, et je lui pardonne pas sa chanson. Voilà, vous avez rétabli les choses, François Chandernagor. On va passer au 3e mot, parce que le temps file et qu'on vous écoute, mais on pourrait vous écouter longtemps, mais le temps file quand même. Et ce 3e mot, c'est réinvention. Oh, ça, c'est plus dur pour moi. C'est beaucoup plus difficile. Se réinventer tout le temps, c'est sans doute ce qu'appelle notre époque. On nous demande de nous adapter beaucoup, déjà. J'ai beaucoup de mal. Bon, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est numérique, comme tous les gens de mon âge, un peu de mal. Bon, je me sers quand même beaucoup de ma tablette. Mais... Est-ce que vous diriez, quand on lit vos livres, quand on lit L'Allée du Roi, quand on lit le livre, vos derniers livres, est-ce que vous diriez qu'en partant de faits historiques, vous étayez remarquablement vos livres, en partant de ces faits historiques, vous réinventez l'histoire, vous inventez des personnages, en tout cas cette vie au quotidien de vos personnages? Ah oui, évidemment. Parce que prenez l'exemple de Sélénée, la fille de Cléopâtre, donc, on a quelques dates, quelques événements, mais très mineurs. Et je vais vous dire, alors c'était d'ailleurs un choix que j'ai eu à faire dans le 4e volume, mais enfin ça, qui est la suite et fin, qui paraîtra l'année prochaine. On ne connaît même pas la date de sa mort. Donc je suis obligée, et surtout obligée d'inventer ses sentiments. Je n'ai pas de lettres d'elle. Pour Madame de Maintenon, il y avait beaucoup de lettres, ça aide. Les lettres ne disent pas toujours la vérité, ça dépend à qui on les adresse. Et puis on se confie plus ou moins dans des lettres. Mais enfin, ça aide. Elle a laissé des milliers de lettres. Pour Sélénée, c'était beaucoup plus difficile. Ou quand j'écrivais La Chambre, en imaginant le petit Louis XVII, les 2 années où il est enfermé seul dans un cachot, enfin en haut de la tour du temple, il fallait que je réinvente ce qu'avaient été les pensées et la vie de ce petit enfant de 7-8 ans, laissé seul pendant 2 ans. Un enfant qui avait été tellement entouré, tellement choyé, tellement servi. Donc bien sûr, on ne sait rien de ces périodes-là, et ça m'intéresse tout en étayant tout autour, avec le maximum de recherche, de réinventer ce qu'ils ont pu éprouver, sentir. Oui, bien sûr, ça je réinvente, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis aussi romancière, historienne et romancière. C'est ainsi que vous travaillez. Vous-même, vous vous êtes pensé autrement, puisque vous avez commencé dans la haute administration et puis vous avez changé en 95. Vous avez décidé de raccrocher, entre guillemets, votre étiquette de fonctionnaire, haute fonctionnaire, et vous êtes devenue romancière.
Oui, mais j'avais pas le sentiment de me réinventer. Ce qui n'était pas mon trajet normal, c'était l'ENA et la haute administration. Alors, je l'ai fait avec intérêt, j'ai fait beaucoup de contentieux notamment, beaucoup de droit. C'est une école de la rigueur. Je suis reconnaissante au droit de m'avoir apporté ça, et c'est une méthode que j'ai pu après apporter dans l'histoire, si vous voulez. La recherche historique et la recherche juridique, ça se ressemble. Il faut chercher une vérité entre différentes causes, voilà, ça se ressemble, et c'est un travail solitaire. Et j'étais très habituée au Conseil d'État à un travail très solitaire. Donc, on rencontre même pas les justiciables. Hein. Donc, tout se fait par écrit. C'est un travail solitaire. Donc, je suis très habituée à ça. Ça m'a bien préparée. Mais enfin, ce qui était ma vraie vocation, c'était l'histoire et l'écriture. Et donc, je n'ai pas eu à me réinventer pour revenir là. En revanche, je suis obligée de devenir voyante quand j'écris. Une fois que je suis bien documentée sur une période historique, sur un événement, pour l'écrire, il faut que j'arrive à le voir. Et je le vois assez précisément. Et je me souviens d'une fois où j'avais dit, en racontant une scène à mon éditeur, je lui dis, et à ce moment-là, le petit garçon porte un petit costume jaune. Il me dit, mais comment savez-vous qu'il était jaune? Ah ben, je lui ai dit, parce que je l'ai vu. Voilà, donc c'est ça, je l'ai vu. La scène s'est inscrite dans mon imaginaire d'une manière extrêmement précise. Je ne peux écrire que quand c'est aussi précis que ça. Donc oui, bien sûr, je laisse une large part à l'imagination, c'est certain. Vous voyez toujours en rêve la première scène de vos livres? Non, pas toujours. Mais j'ai fait des rêves où j'avais l'impression, oui, que quelqu'un d'oublié me demandait de raconter son histoire, oui. Et j'ai pas toujours pu le faire. Par exemple, j'avais fait un rêve une nuit et je m'étais promis d'écrire sur elle, sur Mère Marie, qui est une sainte orthodoxe, qui s'appelait Elisabeth Pilenko, de son nom de jeune fille. Et une nuit, alors que j'avais lu quelques années avant un petit paragraphe sur elle, je la connaissais pas. Une nuit, elle est venue dans mes rêves. Et au matin, je me dis, mais c'est Elisabeth Pilenko. Elle a eu une vie extraordinaire. Hein. Elle a d'abord été une révolutionnaire, bolchevique, une amie de Trotsky. Et puis après, elle est venue en France. Elle est tombée amoureuse d'un officier blanc qu'elle a fait s'évader alors qu'elle était un commissaire rouge. Bon, qu'elle a épousé. Elle a eu des enfants. Elle a créé un couvent orthodoxe dans le 15e. Après ça, elle s'est engagée dans la résistance avec ses enfants. Enfin, et puis elle est morte à Ravensbrück. Et j'avais même des informations sur elle par Geneviève de Gaulle, qui était la marraine de mon mari, et donc qu'il avait bien connu Mère Marie là-bas, et qui disait ce qu'elle leur avait apporté avec sa gaieté, sa foi. Et Mère Marie est morte en prenant la place d'une autre. Elle est allée à la mort en prenant la place d'une autre qui était condamnée à la chambre à gaz ou à mourir dans un travail forcé. Enfin, je sais qu'elle a pris la place d'une autre. Mais je n'ai pas pu écrire sur Mère Marie parce que elle a écrit beaucoup de poèmes. C'est un peu comme Thérèse d'Avila, et c'est en russe, bien sûr. Et je parle pas russe. Et je me suis dit, bon, bah là, je peux pas. Il aurait fallu aller en Russie, en plus, aller sur les lieux où elle était allée. J'aime bien faire ça. C'est important. Et tout ça, à l'époque, en plus, c'était même avant la libération, la chute du mur, etc. Donc, je n'ai jamais écrit sur Mère Marie. Je suis sûre qu'il y a un livre, et elle m'avait demandé de le faire. Et je lui demande pardon, je l'ai pas fait, mais il y a d'autres personnages que j'ai fait comme ça, qui sont venus me voir, dont je savais qu'ils existaient, mais sans plus, vous voyez. Et voilà. Ça, c'est un très bel hommage que vous rendez à cette dame, à ce personnage historique et religieux. On va passer au 4e mot, Françoise Schantz-Agnès, qui est source. Alors moi, ça évoque tout de suite une source du Limousin. Hein. Je suis à côté je viens presque du plateau de Millevaches, et Millevaches, ça veut dire 1000 sources. Mon père habite toujours là-bas, sur le plateau, et c'est vrai que la Creuse et tout le Massif central, c'était le château d'eau de la France, comme on disait. Donc j'ai sur ma propriété plein de sources. Alors je suis en train d'ailleurs de réparer les captages, parce que avant la maison, avant qu'il y ait l'eau de la ville, si je puis dire, enfin la ville de 500 habitants, hein, mais
la commune, la maison était entièrement alimentée, la maison et la ferme entièrement alimentées par les sources que nous avions, qui existaient sur la propriété, et les captages se sont perdus faute d'entretien, et je suis en train d'essayer il y a les citernes encore et aux sources, j'ai eu du mal à les retrouver parce que c'était envahi par des ronces, par des broussailles, c'était au milieu des bois, et je les ai retrouvés, et maintenant je veux les recapter. Et source, pour moi, c'est d'abord ça. C'est d'abord, concrètement, la source avec de l'eau. J'aime l'eau, j'aime les eaux, j'aime les rivières, les étangs, les lacs, les fleuves, j'adore ça, j'adore l'eau. Et le réchauffement climatique m'atteint particulièrement, et dans la Creuse, il est particulièrement flagrant. Je vois mourir tous les résineux. C'est une pitié. Ça poussait tout seul. Moi, j'avais plein d'épicéas qui étaient venus tout seuls. Il n'y a pas besoin de les planter. Hein. Et puis, ils sont tous morts. Ils ont tous eu les scolites. Et ils sont tous morts de la sécheresse. Et je passe mon temps maintenant à couper des arbres. Et mes sources donnent beaucoup moins d'eau qu'autrefois. Et on passe des mois et des mois sans eau, avec interdiction d'arrosage, avec tout ça. Je vois mourir des vieux séquoias, des choses. Oh, donc, source, ça évoque vraiment l'eau et vraiment aussi, pour moi, le réchauffement climatique. Et ça, je pense que le Covid, on en sortira d'une manière ou d'une autre, mais enfin, on finira par en sortir. Il y aura d'autres pandémies par la suite, inévitablement. Mais bon, ça, on en sortira. Mais le réchauffement climatique, je voudrais bien qu'on n'aille pas trop loin, parce que j'en vois les effets concrets, et je trouve que c'est dramatique, et que je voudrais pas que mes arrière-petits-enfants, dans la Creuse, il n'y ait plus qu'un désert, quoi. Je suis même pas sûre de pouvoir faire pousser des oliviers, et sûrement pas des vignes, parce que c'est un terrain granitique. Alors, vous savez, la sécheresse sur un terrain granitique, ça sera pas merveilleux. Donc, tout ça source, c'est le bonheur, et en même temps, c'est l'inquiétude aujourd'hui. J'aimerais savoir où vous vous abreuvez personnellement, Françoise Schoenelegger. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous soutient? Vous l'avez évoqué, vous avez été très malade il y a quelques années. C'est peut-être même pour ça que il y a autant de temps entre votre deuxième livre, Les Dames de Rome, et puis L'Homme de Césarée. Oui. Vous avez lutté contre la maladie. Quand on est confronté à l'épreuve, comme vous l'avez été, sur quoi s'appuie-t-on? Je ne peux pas m'appuyer, comme certains, sur la foi ou exclusivement sur la foi. Mon mari, c'est merveilleux, et est un être de foi, une foi vive, profonde, ancienne. Et moi, j'étais dans une famille qui était, je dirais pas seulement athée, anticléricale. La Creuse était un pays, surtout à partir de la Commune, qui est devenu tout à fait anticlérical, et où les gens n'étaient, même pas dans ma famille, ils étaient quand même baptisés, mais ça s'arrêtait là, c'était le maximum. Ils faisaient pas, mon grand-père n'a même pas fait sa communion, rien. Et il y en avait qui étaient anticléricaux. Mon grand-père, justement, quand il était petit, criait à bas la calotte sur le passage du curé. Le curé, quand il passait devant la maison de mon arrière-grand-père, disait « Ah, quand je passe devant votre maison, les semelles de mes chaussures me brûlent, je sais que je passe devant l'enfer. » Bon. Et donc, c'était des gens de gauche, des socialistes, etc. Et ça allait avec un athéisme. Bon, mon grand-père, à l'âge adulte, était extrêmement tolérant. C'était pas du tout son genre d'être à bas la calotte, mais enfin, il avait été élevé comme ça. Et donc, moi, j'avais une grand-mère, mais qui est morte quand j'avais 8 ans, qui, elle, était croyante et qui a voulu que nous soyons baptisés, mes frères, sœurs et moi, mais le catéchisme, c'est moi qui ai demandé à y aller à 7 ans, parce que, pour faire peut-être comme des copines, je leur voyais qu'aller au catéchisme, et ça m'intéressait, mais chez moi, on m'avait jamais parlé de Dieu, c'est quand même pas... Non. Donc, c'est devenu très important pour moi, parce que j'ai eu un aumônier extraordinaire en 6e et 5e, et à partir de lui, qui nous faisait lire les évangiles. Et pour moi, après, les évangiles, ça a toujours été très important. Je ne suis pas sûre de croire en Dieu,
pas du tout sûr, mais je crois en Jésus, ça oui. En même temps, je ne peux pas le prier, c'est trop bien pour moi et trop. Puis je ne suis pas sûre, enfin, je ne suis pas sûre d'entendre Fils de Dieu comme certains l'entendent. Donc, mais quand il dit, s'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis sûr que c'est vrai. Ça, c'est oui. Bien sûr, il est le chemin, bien sûr. Et certainement, ce qu'il dit, c'est si on suit, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vie éternelle? Ça, j'y crois pas beaucoup à la vie éternelle, mais bon, ça me paraît être une ligne bien. Et la seule personne, je sais pas comment dire, avec qui j'ai des liens de tendresse dans l'univers de la foi, c'est Marie. Et alors ça, je l'aime. Et bien que étant de cette famille pas croyante, ma sœur n'a pas fait baptiser ses enfants. Enfin, tout ça, c'est bon, ça a continué un peu pareil. Moi, dans toutes les chambres chez moi, il y a une Vierge à l'enfant. Hein, ça, sur toutes les tables de nuit. Et je prends des choses d'art populaire, des choses que j'aime bien, et quand je prie, ça m'est arrivé, et il m'est arrivé d'être exaucée, de penser que je l'étais en tout cas, et c'est Marie que je peux appeler au secours. Et donc, et en même temps, j'ai écrit un livre, Vie de Jude, après, enfin, alors que j'étais encore un peu malade, mais avant de reprendre L'homme de Césarée, où je montre que, et c'est ma croyance en tant qu'historienne, que Marie n'est pas toujours vierge, que Marie a été mariée, a eu plusieurs enfants, n'a certainement pas eu que Jésus, que ça c'est dans les évangiles, que ça c'est... Voilà. Et donc j'ai une vision de Marie qui n'est peut-être pas celle qui est officielle. Il n'empêche... je l'aime beaucoup et je lui dois beaucoup. Voilà. Okay. Et donc c'est un secours. Ce n'est pas une source, c'est un secours. Et puis c'est encore une femme à l'enfant. Et c'est une femme qui perd l'enfant. Et ça, pour moi, c'est le malheur le plus absolu. Ne pas pouvoir protéger son enfant. Il n'y a pas de plus grand malheur au monde. Donc tout ça, ce qu'elle a vécu... voilà, ça je le comprends entièrement. Et c'est une source, oui. Peut-être même dans mon rôle de mère ou de grand-mère, c'est une source. Bon, enfin, j'ai pas fait de petit Jésus, mais ça fait rien. Merci beaucoup. Très bel hommage à la Vierge Marie. Merci Françoise de Chandernagor. Ne bougez pas, j'arrive. Tout va bien? Voilà. Tout va bien. On rentre dans la dernière partie de l'émission. Merci pour cette belle déclaration d'amour à la Vierge Marie. Moi, je comprends ce qui vous touche en elle, cette Vierge à l'enfant, oui. Cette mère, en fait. Oui. C'est ça, ce côté maternel. Oui, oui. Ouais. Oui, et donc c'est plus facile de lui parler. Oui, bien sûr, parce que vous êtes une forme d'alter ego. C'est oui. une autre soi. Oui. Et quand vous dites, que lui devez-vous? Vous dites, je sais ce que je lui dois. Notamment... il se trouve que j'ai divorcé à un moment donné. Bon, mon mari est parti, premier mari. Et à un moment, j'ai été vraiment assez déprimée. C'était dur, c'est dur. Bien sûr, c'est une épreuve. Et je lui ai demandé, en somme, d'envoyer quelqu'un à mon secours. Et elle m'a envoyé mon deuxième mari, et qui est merveilleux et qui a cette foi dont je parlais, et qui est vraiment un chevalier. Et on a un bonheur... on connaît un bonheur parfait. C'est beau ça, de se dire que, voilà, que elle vous a confié à un homme de foi. Ah oui, En plus. Oui, on a bien choisi. Quand je vous écoute, Françoise Chandernagor, je me dis que vous devez être une grand-mère merveilleuse. Vous avez 11 petits-enfants. Oui. Comment est-ce que vous êtes grand-mère? Comment est-ce que vous faites? J'avais peur de ne pas savoir, vous savez. Je me disais, j'ai été très mère, mais grand-mère. Et puis, comme j'avais 3 fils, les garçons se marient plus tard que les filles. Bon, ils font des enfants plus tard. Je me disais, mais je serais très vieille, moi. Je ne veux pas savoir être grand-mère. Et puis, c'est bien revenu, hein, d'abord. Même avec les bébés. Même si maintenant, les bébés... le plus jeune de mes petits-enfants a 8 mois. Et là, je commence à avoir du mal à porter les bébés, parce qu'il y a une question d'âge. Mais finalement, j'ai trouvé... j'adore jouer avec eux, j'adore leur raconter des histoires, ils adorent ça aussi. Et donc, je leur raconte des histoires de l'histoire, notamment. Et ils adorent. Et donc, dès qu'on se met à table ensemble, j'ai pas tous les 11 à la fois, hein, quand même,
mais c'est grand-ma une histoire. Bon. Et donc, je raconte des histoires, je leur fais découvrir la nature, je fais pour eux des choses que j'aurais aimé avoir enfant ou qu'on fasse pour moi enfant. Je sais à quel point c'est important, les cabanes, les trucs comme ça. Enfin, bon, tout ça, je peux le faire. Et puis, malheureusement, je m'appuie aussi les cahiers de vacances. Ça, c'est moins drôle. Les parents vous les envoient, mais avec les cahiers de vacances, ça, c'est un peu plus ingrat. Mais enfin, on y arrive. Et je pense que je suis assez patiente. J'ai fait travailler mes 3 fils et vous savez, les garçons, ça. Alors j'ai 9 petits-fils sur le lot. Ah oui, quand même. Sur 11, c'est surtout des garçons de nouveau. Donc, mais justement, je suis pas gênée avec les garçons parce que je vous ai dit, petite, j'étais un garçon manqué. C'est compliqué de faire travailler les garçons. Ah oui, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ça, c'est sûr. Beaucoup plus difficile que les filles. Ah oui, ça se compare pas. Hein, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a pas un degré de concentration et d'application extrême. Okay. Non, ça ira bien comme ça. Bon, il faut leur apprendre il faut être très, très, très patient. Parce que ce que les enfants essaient de faire, c'est de vous mettre en colère. Et que vous disiez, puisque c'est comme ça, débrouille-toi, j'en ai assez. Ça marche assez. J'ai vu tant de gens faire ça, et notamment les pères. Et bon, il faut que vous vous mettiez jamais en colère. Jamais. Ils vous auront pas comme ça. Donc, on restera le temps qu'il faut, mais on y arrivera. Mais très calme. Très calme. Merci pour ces conseils, parce que c'est vrai que élever des fils, c'est pas facile, surtout en cette période de confinement où parfois certains parents se retrouvent à la maison avec leurs enfants. Ça, oui, je les plains. Moi, quand je les ai eus c'est dans des périodes où il était permis, là, comme récemment, au moment des vacances de Pâques, il a été permis d'amener des enfants chez les grands-parents. Ça a été mon cas. J'ai eu des petits-enfants là dans la Creuse. Et donc, c'est plus facile parce que là, il faut qu'ils courent parce qu'ils en ont besoin. Hein. Et là, ils peuvent il faut qu'ils se dépensent, il faut qu'ils jouent au foot et tout ça. Alors, je ne joue pas au foot quand même. Et malgré tout, j'ai pas poussé l'amour de tous ces garçons jusqu'à m'intéresser aux parties de foot, mais au championnat, tout ça. Je ne m'intéresse pas au foot. Mais par chance, mon mari, si. Et il a lui-même joué au foot quand il était jeune. Alors, ils sont très, très contents et ils suivent des matchs de foot ensemble. Je pense qu'ils doivent être heureux, ravis de venir en vacances chez leur grand-mère. Je vois très bien. J'espère que ça leur fera des souvenirs. Je pense que ça leur fera des souvenirs. Ça fait des fratries comme ça, les cousinades comme ça, c'est toujours assez très magique. Important, les cousinages. Surtout dans les maisons de famille comme ça, où qui ont une histoire. Vous êtes une femme à la fois extrêmement concrète, on le sent, la rigueur est concrète parce que vous avez besoin de connaître, vous avez besoin d'appréhender, vous avez besoin de voir. Vous dites que vous vous déplacez sur les lieux où vos personnages ont vécu, et vous êtes en même temps avec une puissance d'imagination absolument phénoménale. C'est ça votre secret, c'est allier cette rigueur, cet ancrage dans la réalité et cette imagination absolument foisonnante? Mais je ne sais pas. Le jour où je suis concrète, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand j'écris, je me pose des tas de problèmes concrets. Il m'est arrivé d'appeler des historiens et de dire, à telle époque, par quel animal faisait-on tirer la charrue dans telle région, ou quelle sorte, on parle d'un bonnet, mais comment était ce bonnet, etc. Alors, les historiens ne savent pas répondre à des questions comme ça. Souvent, ils ne savent pas parce qu'ils connaissent les grands événements, les grands personnages, mais il y a beaucoup de choses de la vie quotidienne qu'ils ignorent. Bien sûr. Alors, quand je ne sais pas, je dis pas quand personne ne peut me répondre, mais je me suis demandé, par exemple, pour l'Antiquité, est-ce que j'ai le droit de dire « il haussa les épaules » ? Mais est-ce que quelqu'un dans l'Antiquité hausse les épaules et avec le sens qu'on donne à ce geste? Mais je ne l'ai jamais vu nulle part dans un texte antique, donc je ne peux pas faire hausser les épaules. Il hocha la tête, mais est-ce qu'on hochait la tête dans l'Antiquité, par exemple, pour dire oui? Non, je n'ai jamais trouvé ça. Donc peut-être, mais peut-être pas, donc je ne peux pas le mettre. Ça veut dire que tous les gestes que vous faites, que vous évoquez pour vos personnages, pour Séléné, pour son mari, tous les gestes, J'essaye. Vous dites, ils ont pu le faire. Oui. J'essaye. Et j'essaye. Bon, on peut me prendre en défaut quand même, hein, mais j'essaye. Et alors, donc, le jour, je suis concrète, et puis, j'ai pas extraordinairement de sens pratique. Mais finalement, pour une énarque, pas si mal. Parce que mais je me complique un peu la vie, parce qu'il faut résoudre des problèmes de bricolage, etc. J'y arrive quand même, mais par des voies plus complexes
J'ai un frère qui va droit au but, moi non. Bon. Mais en revanche, bon, la journée, je fais des choses pratiques souvent, mais la nuit, comme je vous ai dit, je me recharge en rêve. Oui. Et je suis entraînée dans des mondes si merveilleux, si colorés, qu'il en reste quelque chose et que je pense que c'est ces traces-là qu'on doit retrouver dans mes livres. C'est assez extraordinaire d'écrire un livre comme ça, de se dire que, voilà, que tout procède à la fois par le travail, la recherche et par le rêve. Et que le rêve parachève ce travail de rigueur et de recherche. Mais il faut se rendre rêveur, quoi, parce que quand j'écris, je dois me rendre rêveuse en plein jour, quand même. Donc il faut donner le temps, en fait. Ce que vous dites, c'est qu'il faut savoir arrêter tout. Oui. S'arrêter. Oui. Oui. Et ça, c'est pas forcément évident, surtout, j'imagine, comme une femme pour vous. Vous nous avez évoqué votre quatrième partie de cette... Alors, du coup, c'est plus une trilogie, hein, forcément, quand il y en a 4. Oui. Voilà, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans ce 4e roman qui va paraître l'année prochaine? Est-ce que vous pouvez nous l'évoquer? Je vais aller jusqu'au bout de la vie de Sélénée en choisissant, puisque je vous ai dit, on ne sait pas quand elle est morte, donc j'ai fait un choix, moi, dans les hypothèses possibles, et on va voir ce que devient son empire, sa vengeance, ses sœurs, ceux auxquels elle est attachée, comme Tibère, avec qui elle a grandi, et puis elle a perdu des enfants, ce qui était classique à l'époque, on en perdait beaucoup, mais elle finit par avoir un fils qui va devenir un roi à son tour, et tout ça, vous allez le voir dans le dernier volume. Et c'est toujours un monde, je le disais en introduction de cette émission, vous parliez des sœurs de Sélénée, je pense notamment à ce fabuleux et à la fois très oppressant monde de Rome, avec les filles d'Octave Auguste. Terrible, le palatin, la famille impériale. C'était terrible d'être femme à l'époque où vous étiez un objet de... Enfin, terrible. En tout cas, on changeait de mari au gré de l'envie. Oui, les maris changeaient de femme au gré de l'envie du prince. Hein. C'était pas non plus forcément leur choix. Hein. Oui. Mais c'était des mariages forcés de part et d'autre. Oui. Hein. Mais c'était pas évident quand même quand on était membre de cette... Oui, notamment... alors, la femme romaine est quand même relativement indépendante que la femme grecque. Hein. Il y a quand même un progrès. À la fois, même dans le mariage, elle peut très vite se développer des formes de contrat de mariage qui lui permettaient de gérer ses biens et même de repartir avec sa fortune en cas de divorce, etc. Il y a eu quand même... la femme romaine est plus libre, elle exerce des métiers, etc. Dans le monde des artisans ou des choses comme ça. Elle est relativement plus libre que la femme grecque, la femme mariée, je veux dire. Après, il y avait les maternités, et alors à répétition... Mais grâce à vous, notamment dans vos romans, on se rappelle que les femmes ont été baptisées. Sélénée a été une immense bâtisseuse. Oui, alors elle, oui, parce qu'elle venait en plus d'Alexandrie, qui était le modèle des villes à l'époque, et elle a été une bâtisseuse en même temps que Juba, ils sont tous les deux, mais elle est complètement associée aux créations, si bien qu'elle fait des choses qui ne sont pas vraiment romaines. Par exemple, quand ils vont faire un amphithéâtre, c'est un mixte entre un stade grec et un amphithéâtre romain, mais les formes sont souvent héritées du monde grec, quoi, qui est le monde d'Alexandrie gréco-égyptien. Elle a des statues des pharaons, c'est un mélange chez elle. D'Isis aussi. D'Isis. D'Isis, forcément, ça c'est ses racines. Oui. Ouais. Oui. Merci François Chavnagher. Je le disais, vous nous ouvrez à chaque fois un monde. Là, c'est le monde antique qu'on peut contempler au travers du regard de Sélénée et de son mari Juba. Merci infiniment. L'émission s'achève, mais on pourrait vous écouter encore très longtemps. Je pense que ceux qui nous regardent sont d'accord avec moi. Je rappelle quand même le titre de votre roman, 3e et pas dernier, puisqu'il y aura un 4e. L'homme de Césarée, paru aux éditions Albin Michel. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur ktotv.com. Comme chaque semaine. Merci beaucoup à vous de m'avoir fait découvrir sur moi-même des choses que j'ignorais. J'en suis ravie, sachez-le. Merci François Chavnagher. Merci à vous. Au revoir.